Bonsoir à toutes et à tous merci d'être venus donc ce soir pour notre conférence intitulée « La laïcité, un principe ou un idéal ». Cette conférence s'inscrit dans le cadre de notre cycle « Notre société en question ». Et donc au patronage laïque, il nous a semblé utile de poser cette question puisque peut-on restreindre finalement la laïcité au seul principe juridique et politique au service d'un idéal républicain et par leurs ressources et au regard d'un monde désenchanté tel que Marcel Gauchet le présente dans certains de ses ouvrages, relancer les fondements philosophiques du concept de laïcité n'ouvre-t-il pas de nouvelles ressources pour fonder un nouveau vivre ensemble ? Dans un monde où la modernité politique et la modernité religieuse s'influencent et se transforment mutuellement, devons-nous contribuer à repenser le principe de laïcité et lui donner une nouvelle fonction au sein de notre société démocratique ? Alors lorsqu'on évoque la laïcité, on oscille très souvent entre le principe politique et juridique qu'elle implique, mais aussi l'idéal de société qu'elle promeut. Donc ce soir, nous avons donc l'honneur de recevoir deux conférenciers. Donc deux intervenants pour nous parler de ce sujet. Tout d'abord, Martine Serf. Pour présenter rapidement Martine Serf, donc après des études de mathématiques, vous avez travaillé dans le monde du marketing et des médias. Vous avez occupé des fonctions de direction d'équipe et de direction générale en France et en Belgique. Et vous avez après été formatrice au cours d'une deuxième carrière, si j'ose dire. Et vers les années 2000, vous réalisez en fait que le principe de laïcité, ou l'idéal de la cité, en France semble être dévoyé dans le débat et perd un peu de lisibilité. Et c'est à ce moment-là que vous décidez de vous engager et que vous confondez avec notamment Gérard Delfaux l'association EGAL, qui en fait est Égalité, Laïcité, Europe. Vous occupez actuellement le poste de secrétaire général de cette association. Et je rappelle donc que c'est une association qui a pour objectif de faire partager les valeurs qui constituent le socle du pacte républicain dans sa dimension nationale et européenne. Vous êtes par ailleurs co-directrice avec Marc Horwitz du dictionnaire de la laïcité et d'un livre qui est un livre intitulé « Ma liberté, c'est la laïcité ». Alors vous dites mener un combat pour la laïcité et l'égalité afin que jamais personne ne puisse imposer à l'un de vos enfants ou à ceux de leur génération ce qu'ils doivent croire et comment ils doivent penser. Joël Roman, vous êtes philosophe, essayiste et éditeur français. Vous êtes ancien élève de l'École nationale supérieure de Saint-Cloud et agrégé de philosophie. Vous êtes très tôt orienté vers la philosophie politique en étudiant l'œuvre de Hannah Arendt. Et par rapport à la laïcité, vous prônez un multiculturalisme à la française qui donne reconnaissance au pluralisme social et culturel de la société française. Vous êtes également membre du comité scientifique, enfin vous avez été, je crois, membre du comité scientifique d'évaluation de la politique de la ville entre 92 et 94 et de la commission présidée par Jacques Rigaud sur la refondation de la politique culturelle de l'État en 1996. Enfin, vous êtes président de l'association Commission Islam et Laïcité, qui a pour objet notamment de travailler sur un groupe de réflexion, d'information et de formation sur l'islam, les musulmans et la société française et la République. Parmi vos publications, on peut citer l'introuvable religion civile ou encore le renouveau de la question laïque et les principaux courants laïques aujourd'hui chez l'Harmattan. Donc la question que je pose, tout d'abord à Martine Serf, comme je vous ai dit, 15 minutes, puis à monsieur Joël Roman. Pour vous, donc, la laïcité, est-ce un idéal ou un principe ? Oui, merci. Donc je vais commencer. Ça marche bien ? Oui, oui, il faut que je parle bien devant. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, merci d'être venus nous écouter. C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre de façon tranchée. Moi, j'ai envie de répondre que la laïcité, c'est à la fois un principe et un idéal de société. Alors, on se trouve un peu dans la même situation que si on nous demandait de dire ce qu'est l'Assemblée nationale.
Alors on peut décrire sa contribution, sa composition, ses attributions, mais est-ce qu'on peut vraiment, à partir de là, avoir fait comprendre ce qu'est la démocratie représentative, ce qu'est le suffrage universel, si on n'aborde pas ces notions? La simple description de l'Assemblée nationale ne suffit pas. Et là, j'ai envie de dire, la laïcité, c'est un peu la même chose. On peut la décrire dans sa dimension constitutionnelle, de principe d'organisation de la société, mais on est bien obligé d'aborder son intention. Pourquoi on a eu besoin de séparer les églises de l'État? Donc c'est intéressant parce que déjà, nous, on a bien sûr progressé sur cette définition de la laïcité. Alors je vais vous dire ce que disait le Larousse en 1905, parce qu'il se trouve que j'ai un Larousse de 1905 chez moi. Donc au mot laïcité, il définit caractère laïque, c'est-à-dire tout ce qui n'est ni ecclésiastique ni religieux. Mais en revanche, dans le dictionnaire pédagogique de Ferdinand Buisson de 1911, on a plus d'une page de définition. Et le mot, il explique, Ferdinand Buisson dit que ce mot est nécessaire, on a dû l'inventer, parce qu'aucun terme ne permet d'exprimer sans périphrase la même idée dans son ampleur. Donc on voit bien que ce n'est pas qu'un principe, c'est un principe, mais qui est au service d'un idéal. Alors il le définit comme la séparation des pouvoirs politiques et de l'autorité religieuse. La théocratie est pour lui, en fait, l'état primitif des religions, où politique et religieux sont mélangés, mais dès qu'on arrive à un état neutre et indépendant de l'autorité religieuse, le clergé, dit-il, ne saurait conserver un droit d'immixtion, de surveillance, de contrôle et de veto sur les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Donc on peut définir la laïcité effectivement comme la séparation des églises et de l'État et la neutralité de l'État, mais il faut forcément aborder cet idéal de société qui justifie cette séparation. Alors, ce principe constitutionnel, il est bien sûr défini dans la loi dite de séparation du 9 décembre 1905, puisqu'on est autour de la date anniversaire du vote de cette loi. Et les principes de cette loi sont énoncés dans le titre 1, les 2 premiers articles, que vous connaissez certainement, je vous les rappelle. Une partie seulement. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Donc 2 notions très distinctes et très importantes. La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Premier principe, assurer la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire, d'être athée ou agnostique ou indifférent aux religions. Mais j'y reviendrai. Alors sur quel principe repose, enfin sur quelle valeur, là je peux dire du coup, repose le principe de laïcité? C'est d'abord sur une conception humaniste de la société. Une conception humaniste aussi de l'être humain qui considère que les hommes sont des êtres doués de raison et qui sont en capacité d'élaborer une société, de construire une société à la lumière de leur seule raison. Une conception qui est à l'opposé de celle de l'Église catholique du XIXe siècle, pour qui l'homme est avant tout un loup pour l'homme, et dont les bas instincts doivent être encadrés par des prescriptions divines qui lui sont imposées sous peine de sanctions. C'est-à-dire, s'il ne respecte pas la morale dite divine, il y a de sanctions dans ce monde ou dans l'au-delà. Donc bien sûr, la conception humaniste ne reconnaît pas ça, bien entendu. La morale laïque, ou plutôt l'approche de la morale d'ailleurs, va aller dans ce même sens, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, il y a un lien assez évident et assez fort qu'il faut bien comprendre entre la laïcité et les valeurs républicaines. Et j'entends par valeurs républicaines le triptyque républicain de liberté, égalité et fraternité. Quand la loi parle de séparation des églises et de l'État et de sa responsabilité dans le respect de la liberté de conscience, elle a une intention implicite et non formulée qui est l'émancipation de tous. Alors c'est d'abord un principe de liberté parce que cette liberté de conscience est absolue, c'est-à-dire que personne ne va demander à qui que ce soit des comptes sur ce qu'il a dans la tête et dans le cœur. C'est une liberté illimitée de l'individu d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, de changer de conviction ou de croyance au cours de sa vie, comme il l'entend.
Avec la liberté de conscience, ce qu'il faut voir, c'est que ce concept était révolutionnaire, parce que jusque-là, on parlait de tolérance. Et de tolérance selon Locke, ou même selon Voltaire, dans son traité sur la tolérance, il parle de tolérance entre les religions, entre les gens de différentes religions. Il ne fait pas référence aux athées, sauf pour considérer que c'est vraiment l'horreur et la désolation. Alors, il est vrai qu'on peut difficilement faire la part de ce qu'il pensait et de ce qu'il avait la liberté de dire. En tout cas, pour Locke, ça ne fait aucun doute. Les athées sont des personnes à qui on ne peut pas faire confiance, parce qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ne croit en rien. Donc ce ne sont pas des acteurs sur lesquels on peut se reposer pour construire une société. Et là, justement, l'un des apports de cette loi, c'est de parler de liberté de conscience et de mettre à égalité la croyance et la non-croyance. On le met à égalité parce qu'on ne définit pas une norme qui serait, par exemple, d'avoir une religion, et puis d'autres qui n'en ont pas. C'est l'État ne s'en mêle pas. Toutes les croyances sont également respectables, et toutes les personnes sont donc à respecter. Je vous rappelle un chiffre tout de même qu'il est important de savoir, c'est qu'en France, dans le dernier sondage WIN-Gallup, 63% des personnes interrogées en France se disent athées ou sans religion. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des origines religieuses, mais ils s'en sont détachés. Alors la laïcité s'inscrit dans une volonté de double émancipation des êtres humains. Là, je reprends l'expression d'Abdenour Bidar, qu'il a donnée dans son Histoire de l'humanisme en Occident. C'est une émancipation de toute contrainte extérieure, d'un environnement social ou familial, qui pourrait imposer aux individus une croyance, mais c'est aussi une émancipation intérieure, parce qu'une émancipation de toutes les contraintes qui seraient liées à des préjugés ou à l'ignorance. D'où l'importance d'ailleurs de l'école dans l'avènement de la laïcité dans une société. La laïcité idéale requiert un savoir-faire dans l'exercice de sa raison et de son sens critique. Donc l'école a un rôle tout à fait fondamental. Donc cette école laïque, elle joue un rôle fondamental dans cette construction du citoyen capable ensuite de travailler à l'élaboration d'une société. Alors il faut insister sur le fait que la laïcité n'est pas dirigée contre l'exercice des religions par les croyants, bien sûr, mais qu'elle fait barrage, en revanche, à la tentation de certains responsables religieux d'avoir un pouvoir politique. Et là-dessus, c'est un barrage très clair. Elle est fondamentalement anticléricale dans la mesure où le cléricalisme, c'est le pouvoir politique qui est donné au clerc. Donc elle est par nature anticléricale. Mais en revanche, on peut être un croyant convaincu et un laïc convaincu, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que la laïcité est un principe tout à fait louable. Et puis une autre, c'est une libération. Je vous ai dit que c'était une loi de libération. C'est la libération des cultes de la tutelle de l'État. Parce que juste avant, ce qu'on connaissait, c'était le concordat, où les cultes étaient financés par l'État, mais en contrepartie, ils n'étaient pas libres. Ils étaient sous la tutelle de l'État qui devait donner son accord pour la nomination des ministres de culte ou des dirigeants des communautés religieuses. Alors depuis 1905, chaque religion s'organise comme elle l'entend. Tu m'arrêtes ainsi, bon. Chaque religion s'organise comme elle l'entend. Et cette liberté-là n'est pas absolue, mais elle est soumise au respect de l'ordre public et au respect de l'intérêt général. Donc elle est cadrée. Et cette liberté, cette garantie de liberté donnée par l'État, ce n'est pas une garantie financière. On peut jouir d'une liberté, mais c'est au culte de se financer par eux-mêmes. Alors c'est un principe d'égalité aussi. C'est-à-dire que pour l'État, tous les citoyens sont égaux. Quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur conviction, l'État ne s'en mêle pas. C'est une indifférence qui protège leur liberté, mais aussi l'égalité. Peu importe ce qu'ils croient, l'État considère qu'il a affaire à des citoyens qui sont tous égaux. Alors il faut savoir qu'il y a parfois tension entre liberté et égalité. C'est-à-dire que pour maintenir cette égalité, on est parfois contraint d'encadrer des libertés. Tout à l'heure, dans le débat, je pourrais peut-être vous donner des exemples. Là, je pense qu'on n'a pas le temps de rentrer là-dessus. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion d'écouter des débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est très intéressant parce que vous avez très souvent au Sénat, et c'est plus serein qu'à l'Assemblée nationale où c'est un peu plus musclé sur les adversités politiques,
on se rend compte que l'une des préoccupations du législateur, c'est d'équilibrer les libertés de tous, de s'assurer qu'il n'y a pas un déséquilibre dans une décision, qu'il y ait un groupe avantagé par rapport à d'autres ou des citoyens avantagés par rapport à d'autres, et puis que des libertés ne viennent pas empiéter sur l'égalité ou n'introduisent pas de discrimination. Donc c'est toujours où se passe le curseur. Et dans des pays différents, on peut être amené à mettre le curseur pas tout à fait au même endroit, mais en ayant tout à fait les mêmes intentions de départ. Donc c'est amusant de voir comment culturellement on peut arriver à des différences d'application des mêmes principes. Et puis troisième dimension, troisième valeur, c'est un principe de fraternité, parce qu'il implique une responsabilité de chacun. Bien sûr, c'est l'État qui est laïque, mais le citoyen d'une république laïque, s'il veut faire vivre cette liberté laïque, a tout de même une responsabilité, et qui est notamment de respecter les autres, de respecter toute autre personne, tout autre citoyen qui ne pense pas ou qui ne croit pas comme lui. Donc la fraternité n'est pas spontanée, elle s'apprend, elle se travaille. Nous avons d'ailleurs bien besoin de réfléchir, tout un chacun, nous tous ici, aux actions de fraternité que nous devons, chacun d'entre nous, mettre en œuvre pour faire vivre cette République qui a pour objectif la fraternité. Alors la laïcité, est-ce que ça s'arrête à 1905, il ne nous reste plus qu'à la faire vivre? Moi je dirais que non. D'autres lois laïques sont votées en permanence. Et qu'est-ce que j'appellerais des lois laïques? Ce n'est pas nécessairement des lois qui vont traiter de la laïcité. Ce sont des lois pour lesquelles le législateur a été parfaitement libre de débattre et de décider, sans avoir des limitations de liberté, parce que sa liberté aurait pu, par exemple, être soumise à des règles religieuses. Or, justement, il y a un certain nombre de libertés que nous avons acquises récemment, moi plus ou moins récemment. Je vais vous en citer quelques-unes, vous allez voir de quoi je parle. 1967, la légalisation de la contraception, la loi Neuwirth. 1970, les mères de famille disposent enfin de l'autorité parentale. 1975, légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, la loi Veil. 2004, l'interdiction de tenue de signes religieux ostensibles à l'école, qui est en fait une reprise des circulaires de Jean Zay de 36 et 37. 2014, l'autorisation du mariage des couples homosexuels. 2015, la suppression du délai de réflexion imposé aux femmes qui ont recours à l'IVG. Et pour cette dernière mesure, la Conférence des évêques avait publié un communiqué disant « Le droit absolu accordé à la mère sur son corps justifierait ainsi celui de supprimer la vie naissante », marquant ainsi son désaccord. Pour toutes ces lois, je n'ai pas repris tout ce qui avait été dit, mais pour toutes ces lois, il y a eu des prises de position des autorités religieuses qui s'opposaient à ces lois. C'est en ça que ces lois sont laïques, parce que la laïcité, je dirais, a fait son travail. Ce qu'on attendait d'elle, c'était de libérer le politique de toute contrainte. Eh bien, on y a réussi et on a, du coup, acquis d'autres libertés ou d'autres lois d'égalité. Et c'est chaque fois un combat. On se souvient des images de Simone Veil à la tribune de l'Assemblée nationale, qui subissait avec courage les injures de députés dont la rage n'avait d'égal que la hargne témoignée à Christiane Taubira plus récemment lors de la discussion de la loi sur le mariage des couples homosexuels. La laïcité a été un combat en 1905. Elle reste un combat en 2016. Non pas parce que la laïcité serait elle-même un principe de combat, mais parce que nous sommes obligés de nous battre pour conquérir nos libertés et que ça, c'est une caractéristique très française. Nos amis belges et peut-être les Danois ont dû se demander quelle mouche piquait les Français dans le débat sur ce fameux mariage pour les couples homosexuels. Il faut savoir que les Danois, qui ont une religion d'État, avaient accordé ces unions civilement en 1989, vous voyez que ce n'est pas d'hier, et religieusement à l'Église d'État en 2012. Les Belges comme les Anglais ont voté cette loi dans le plus grand calme. Mais chez nous, ça a été un bras de fer. Toute nouvelle conquête de liberté contraire aux préceptes religieux pourra être considérée comme une victoire de la laïcité parce que sans la laïcité, nous n'y serions tout simplement pas arrivés. Alors, conclusion, vers notre idéal, il faut avancer vers notre idéal de société. Liberté, égalité, fraternité, c'est un idéal de société. C'est une forme de société dont nous sommes évidemment encore éloignés.
Mais ils doivent rester notre boussole dans les décisions politiques à prendre. Et il me semble que c'est le devoir des citoyens aujourd'hui de les rappeler à ceux qu'ils élisent, d'exiger d'eux que leurs actes respectent cet idéal et nous permettent en tout cas de nous en rapprocher toujours plus. Et je cite encore Ferdinand Buisson qui dit « Les inconséquences dans la pratique, les concessions de détail, les hypocrisies masquées sous le nom de respect des traditions n'ont pas pu empêcher la société française de devenir à tout prendre la plus séculière, la plus laïque d'Europe. » Et vous voyez que ces mots-là n'ont pas pris une ride. Les inconséquences dans la pratique, les concessions de détail, les hypocrisies masquées sous le nom de respect des traditions trouvent vraiment toute leur actualité aujourd'hui. Le débat concernant le contenu des préceptes et pratiques religieuses, c'est évidemment un débat qui doit rester interne aux religions. Il ne concerne pas l'État laïque. Et l'État laïque ne doit pas sortir de la neutralité qui lui incombe, mais en revanche, il lui revient de faire respecter ses lois par tous, qu'ils soient religieux ou pas, de ne jamais accepter d'y déroger, même pour des raisons d'ordre religieux. Les représentants de l'État ne doivent pas confondre la garantie de liberté des cultes, qui leur incombe, avec des accommodements avec la loi commune, dans l'espoir tout à fait vain de respecter, de préserver une paix sociale. En réalité, des accommodements avec les lois les affaiblissent. Elles renforcent les intégrismes et elles renforcent les pressions que ces intégrismes exercent sur nos libertés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Martine Serre. Donc, à mon tour, je me tourne vers vous, Joël Roman. Donc, la laïcité, un principe ou un idéal pour vous? Bon, merci beaucoup et merci de votre invitation. Alors, peut-être pour rebondir et pour engager tout de suite un peu le dialogue avec Martine Serre, je dirais que la laïcité me paraît être plutôt de l'ordre du principe que de l'idéal en tant que tel. Alors, je m'explique. C'est un idéal, et je souscris tout à fait à ce qui a été dit, mais c'est un idéal peut-être au sens où Kant parlait d'un idéal régulateur, c'est-à-dire c'est un idéal qui, au fond, organise une certaine vision de ce que nous pouvons penser ou que nous pourrions vouloir, ou ce que nous pourrions désirer. Mais en tant que tel, la laïcité, c'est pas à proprement parler un idéal, au sens où, précisément, je crois que la laïcité n'a pas de contenu philosophique proprement assuré. Elle ne dit pas ce que nous devons penser, parce que précisément, sa première règle, et la règle qu'elle énonce en premier, c'est effectivement la liberté de conscience, c'est-à-dire une règle qui dit que chacun d'entre nous peut penser ce qu'il veut, croire ce qu'il veut, en matière religieuse ou dans d'autres matières, dans d'autres domaines. Donc, il y a une capacité que nous avons d'avoir les convictions que nous voulons, et y compris de changer de conviction, de changer de croyance religieuse, par exemple, de changer de foi religieuse. Il faut savoir que les religions, et en particulier le catholicisme de la fin du XIXe siècle, étaient très hostiles à l'idée même de conversion possible. C'était et d'une façon générale, les religions ne supportent pas très bien l'idée des conversions. C'est-à-dire l'idée de reconnaître aux individus le fait de choisir par eux-mêmes quelle est la confession religieuse qu'ils veulent épouser, est évidemment quelque chose qui, aux yeux des religions, est intolérable. Ça, c'est effectivement un des points d'affrontement, disons. Donc, je pense que la laïcité, là-dessus, énonce un principe, mais précisément pour pouvoir l'énoncer, il faut qu'elle-même se tienne en quelque sorte au-dessus, comme une espèce de règle commune qui nous permet à tous d'avoir les convictions que nous voulons. Et je peux être catholique, musulman, libre penseur, je peux être athée, je peux être agnostique, ou je peux être ce que je veux. Fondamentalement, ce qu'énonce la liberté de conscience, c'est précisément cette liberté-là. Plus fondamentalement, alors la laïcité, vous l'avez rappelé, énonce aussi le principe de liberté de culte, qui découle en quelque sorte logiquement de la liberté de conscience, puisque si je peux avoir la conviction religieuse que je veux, évidemment, cette conviction doit pouvoir se traduire dans des actes, dans des pratiques, qui sont les pratiques cultuelles, les pratiques religieuses, et qui, par définition, sont des pratiques qui sont des pratiques, entre guillemets, collectives, qui s'exercent à plusieurs. Une religion, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul dans son coin.
C'est quelque chose qui est pratiqué collectivement par des gens qui partagent évidemment les mêmes convictions religieuses. Et donc la liberté de culte est un des éléments essentiels de la laïcité. Et le législateur a tenu précisément à dire que la République garantissait la liberté de culte. Donc c'est quand même une liberté fondamentale qui est garantie par la République et qui est une liberté constitutionnelle. Il y a là quelque chose qui est tout à fait important dans la définition de la laïcité. Et puis enfin, il y a cette dimension qui est la dimension de la séparation, c'est-à-dire qui demande effectivement que le religieux soit tenu à l'écart du politique, de l'État. Pas à l'écart de la société, évidemment, mais à l'écart de l'État, à l'écart des règles de fonctionnement de l'État. Le religieux n'a pas à s'immiscer dans le fonctionnement de l'État. Et vous l'avez rappelé très justement, c'est nécessaire effectivement de veiller toujours avec vigilance à cette stricte séparation. Cette stricte séparation, elle vaut aussi d'ailleurs en sens inverse. L'État n'a pas à s'immiscer dans le religieux et laisse au religieux toute son autonomie dans les réserves et sous les réserves évidemment du respect de l'ordre public. Une religion qui voudrait foutre le boxon partout et de façon généralisée, évidemment serait en entorse avec cette règle de respect de l'ordre public et donc elle devrait être sanctionnée. Mais sous la réserve du respect de l'ordre public, les religions s'organisent absolument comme elles veulent. Donc, au fond, la laïcité, c'est fondamentalement ces trois principes, et on voit bien comment ça fonctionne comme précisément quelque chose qui est un principe. Alors, c'est pas un principe étroitement juridique, c'est pas un principe étroitement constitutionnel ou institutionnel, c'est au fond un principe qui va nous permettre d'organiser notre action. Mais la laïcité ne concerne pas en tant que telle, elle concerne l'organisation collective, donc elle concerne évidemment au premier chef l'État, mais elle ne concerne pas en tant que telle la société, la société qui est précisément, en raison même de cette laïcité d'ailleurs, diverse, composée d'individus qui ont chacun leurs convictions particulières, leur forme de vie particulière, qui valent ce qu'elles valent, peu importe, c'est à eux d'en juger, c'est pas à l'État de juger des formes de vie des personnes et des individus, tant que précisément ces individus et ces personnes respectent la loi commune, bien entendu. Donc je crois qu'il y a là un certain nombre d'éléments qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'est le concept de laïcité. Et pour prendre simplement un exemple par rapport à des confusions qui sont parfois exprimées ou qu'on entend parfois ici ou là, quand on parle par exemple de la différence entre le public et le privé. Ce que dit la loi, c'est que la religion n'est pas de droit public, c'est-à-dire qu'elle n'a pas juridiquement, en quelque sorte, à s'immiscer dans l'organisation globale des institutions publiques. Et elle n'a aucune voix au chapitre dans ce domaine-là. Donc là, les choses sont très claires. Mais en revanche, et elle dit que la religion est de droit privé, comme le sont toutes les structures de droit privé qui existent dans la société, que ce soit les structures de la société civile, les structures de l'économie, enfin les différentes branches du droit privé, c'est précisément le droit des familles, le droit du travail, le droit, tous ces droits-là font partie du droit privé par opposition au droit public. C'est une opposition entre deux types de droits, entre deux types, je dirais, d'activités. Mais au-delà de cette opposition, ça ne veut pas dire qu'il y a une opposition entre l'espace public et l'espace privé. Ça ne veut pas dire que la religion doit être confinée dans l'espace privé. Ce qui serait précisément un non-sens. Une religion, ce n'est pas simplement une conviction individuelle. C'est aussi, encore une fois, un ensemble de pratiques qui sont des pratiques visibles, qui sont des pratiques qui ont le droit de se déployer dans l'espace public et qui ont en quelque sorte, qui font partie, je dirais, de la diversité de l'espace public. Ce qui me paraît important, c'est qu'au fond, la laïcité, elle garantit aussi, d'une certaine manière, cette diversité. Et le problème social qui est derrière, c'est d'abord celui de la diversité de la société. C'est d'abord celui d'être une société où nous sommes plusieurs qui ne sont pas forcément des individus ressemblants. Nous sommes ressemblants sur un point qui est le point juridique de notre statut de citoyen. En tant que citoyen, nous sommes effectivement absolument égaux et donc de ce point de vue-là interchangeables, mais je ne suis pas que citoyen, je suis aussi un individu d'un certain âge, d'un certain sexe, avec un certain nombre de traits d'appartenance en quelque sorte qui me spécifient et qui me distinguent d'autres individus qui ont d'autres formes d'appartenance ou d'autres formes d'allégeance en quelque sorte, d'autres manières de se sentir ou de se présenter aux autres. Et c'est cette réalité-là qui, d'une certaine manière, est la réalité sociale. Donc je crois qu'il faut comprendre que la laïcité nous permet de comprendre en profondeur et d'organiser en profondeur la diversité sociale de telle manière que cette diversité puisse
être au fond compatible avec la vie commune et avec la possibilité d'avoir une forme de vivre ensemble. C'est en ce sens que la laïcité est, je crois, la cheville ouvrière du vivre ensemble, effectivement. C'est la cheville ouvrière du vivre ensemble parce que précisément nous sommes différents. Si nous étions tout à fait identiques, il n'y aurait aucun problème du vivre ensemble. Si nous étions tout à fait, toujours et en tout point identiques les uns aux autres, ça ne poserait aucun problème de pouvoir vivre ensemble. Mais la laïcité n'exige pas que nous soyons identiques les uns aux autres. Elle exige simplement que l'État veille précisément avec neutralité, avec une forme d'impartialité, à cette diversité sociale qui est la diversité sociale de la société civile, des individus, des personnes et dans leurs différents modes d'existence. Il y a donc là quelque chose qui est, je crois, important à comprendre pour comprendre la dynamique, ou on pourrait presque dire la dialectique entre l'État et la société. Et la laïcité se situe, et c'est pour ça que c'est, je crois, beaucoup plus un principe qu'autre chose, se situe au point où s'organise cette dialectique-là entre l'État et la société. La société, c'est le lieu de la diversité sociale, c'est le lieu d'une certaine... et c'est aussi d'ailleurs le lieu d'un certain nombre de confrontations. Vous savez comme moi que la société, c'est le lieu d'un certain nombre de conflits sociaux aussi, éventuellement. Alors, la plupart de ces conflits sociaux sont des conflits qui n'ont pas pour objet ou n'ont pas pour enjeu les questions de laïcité, bien entendu, mais c'est des conflits qui ont pour enjeu précisément les questions des libertés, les questions de l'égalité, enfin toutes les questions qui sont les questions sociales habituellement débattues et habituellement, enfin en permanence en quelque sorte, rediscutées et retravaillées pour pouvoir être affinées dans telle ou telle direction. Enfin, vous avez vu ça récemment, encore récemment avec la loi travail, mais on peut le voir à propos de tout et de n'importe quoi. Donc je ne prends pas ici évidemment position sur le contenu de cette loi et sur ce qu'elle énonçait, simplement pour désigner ici le fait qu'il y a une conflictualité sociale qui fait partie de la vitalité aussi de la société. Et cette conflictualité sociale, elle est à certains égards préservée par l'idée de la laïcité, parce que précisément la laïcité, c'est au fond ce qui organise la possibilité que l'État reste un, alors même que la société est diverse et la société est multiple. Et c'est dans cet écart entre la multiplicité et la diversité de la société et l'unité de l'État que se prend place la laïcité. J'en veux pour preuve, par exemple, un point, qui est qu'effectivement, la laïcité introduit cette idée que l'État ne salarie et ne subventionne aucun culte, à part qu'il a été fait une exception, précisément, sur ce point-là, à cette interdiction, qui est que pour permettre cette liberté, qui est la liberté des individus et la liberté de la société, l'État se donne les moyens que les individus puissent exercer la liberté de culte. Dans quel cas ? Dans les cas où les individus n'ont pas la possibilité d'exercer cette liberté. C'est-à-dire dans les cas où les individus se trouvent, en quelque sorte, dans l'impossibilité matérielle, pratique, de pouvoir pratiquer le culte de leur choix. Ça concernait évidemment les individus qui n'étaient pas libres de leur mouvement. Et ça concerne les personnes qui sont pensionnaires, alors soit de l'armée, ceux qui sont enfermés dans des casernes, qui étaient, tant que la conscription durait, étaient dans des casernes, enfin même dans une période où il y a des individus qui sont pas, où la conscription a été abolie. On a quand même des gens qui sont dans des casernes. Ça concerne donc les militaires. Ça concerne les patients des hôpitaux, ceux qui sont hospitalisés. Ça concernait, et c'était très important à l'époque, quantitativement et symboliquement aussi, les internes des établissements d'enseignement. C'est aujourd'hui bien moins important et bien plus résiduel, mais à l'époque c'était évidemment une quantité tout à fait importante. Et enfin, ça concernait les prisons. Pour tous ces gens-là, ce que l'État fait, c'est faire une aumônerie et des aumôneries des différents cultes pour permettre précisément aux individus d'exercer leur culte. Et à ce moment-là, l'État salarie ces individus, salarie ces cultes, enfin pas les cultes, mais les ministres du culte en question, pour pouvoir précisément permettre l'exercice de la liberté de culte. C'est au fond la seule exception que l'État... alors, c'est pas une exception, c'est au fond un prolongement de cette logique. Mais on voit bien que ce qui prime dans cette idée, c'est l'idée de séparation, oui, jusqu'à précisément ce que l'État s'oblige à organiser la liberté de culte et la liberté de pratique, effectivement, des individus. Et je crois que ça, c'est un des aspects qui nous donne, au fond, un peu ce qu'est la philosophie de la loi de 1905. Dans quel esprit elle a été pensée ? Elle a été pensée dans un esprit, alors que Jaurès et Briand, qui en étaient les principaux initiateurs, vont reprendre et vont défendre en permanence, quand ils vont défendre la loi, qui est un esprit d'apaisement.
qui est un esprit d'apaisement, alors du conflit religieux, du conflit qui était à l'époque évidemment très important. Vous avez rappelé très justement que l'Église catholique de l'époque était fondamentalement un foyer anti-révolutionnaire et anti-républicain pour l'essentiel. L'Église catholique de l'époque était profondément hostile aux idées mêmes de liberté individuelle, aux idées mêmes de liberté telles que la Déclaration des droits de l'homme l'exprimait, et donc aux institutions qui étaient fondées sur ces idées-là. Donc hostile fondamentalement aux principes de liberté, aux idées modernes, de ce qu'on appelait à l'époque les idées modernes, qui étaient les idées de liberté individuelle et qui fondaient précisément les institutions républicaines. Il y avait à travers le catholicisme institutionnel de l'époque une volonté très forte d'en découdre avec la République et d'aller et de travailler à une restauration de l'ordre ancien, de l'ordre monarchique bien entendu, mais surtout aussi de cet ordre monarchique qui, au fond, avait avec lui l'idée d'une religion d'État qui était le catholicisme. Et c'est de redonner au catholicisme cette place centrale qui animait profondément l'esprit des catholiques. Donc c'est pour ça qu'il avait fallu d'ailleurs renoncer au concordat, et c'est pour ça qu'il avait fallu inventer une nouvelle structure, qui était précisément la laïcité. Mais je crois que, en même temps, ce qui est pensé à travers dans cette chose-là, c'est l'idée que cette loi doit être une loi de pacification. Et c'est ça le principal souci, qui est répété encore une fois à plusieurs reprises, tant par Jaurès que par Briand, de permettre cette pacification du conflit, de manière à ce que, disent-ils, on puisse passer à d'autres questions. Et explicitement, Jaurès dira pacifier la question religieuse pour passer à la question sociale. Passer à la question sociale, ça voulait dire dans son esprit quelque chose de très concret. Ça voulait dire passer à la question des retraites ouvrières, tout simplement. C'est-à-dire, c'est afin de pouvoir enfin, tous ensemble, je dirais, ceux qui constituaient l'Assemblée de l'époque, travailler à la question sociale, à la question des retraites, à la question de l'organisation, au fond, de l'État social naissant à l'époque. C'est pour pouvoir aborder cette question-là qu'il fallait en quelque sorte lever l'hypothèque du conflit religieux. Et lever l'hypothèque du conflit religieux, c'était à la fois assurer la pérennité des institutions républicaines, assurer la séparation et permettre effectivement à ce cadre d'exister. Alors évidemment, à l'époque, ce cadre n'a pas été accepté de bonne grâce par les catholiques, par la plupart des catholiques. Il y en avait quelques-uns, mais très très minoritaires, qui ont compris effectivement que c'était là, d'une certaine manière, quelque chose qui était à la fois la voie de la sagesse et peut-être une voie d'avenir pour eux. Ce sont ceux qui vont commencer à thématiser l'idée que, au fond, le catholicisme doit compter sur ses propres forces. Ses propres forces sont les croyants catholiques et non pas le bras armé de l'État. Le catholicisme peut se passer, au fond, de cette prothèse institutionnelle qui était celle de l'État dans la situation antérieure, et qu'il devait, à ce moment-là, mobiliser les propres énergies des catholiques eux-mêmes. Mais cela était, à ce moment-là, encore extrêmement minoritaire par rapport à une hiérarchie qui, elle, dans sa très grande majorité, voulait réintégrer, en quelque sorte, le giron de l'État. Parce que le peu de contrôle que l'État exerçait sur les activités religieuses était de peu de poids au regard de l'influence prodigieuse que l'Église catholique recevait de ce soutien de l'État. Donc on a à ce moment-là un conflit, mais qui en quelque sorte va partager en partie les catholiques. Très peu, encore une fois, seront capables de comprendre et seront favorables à l'organisation de la laïcité. Quelques-uns cependant. Une très grande majorité de protestants, en revanche, eux seront d'accord avec l'organisation proposée. Et bien sûr aussi la plupart des juifs de l'époque. Même si ils étaient là aussi moins présents dans le débat en tant que tel, en tant que juifs en tout cas, pour ceux qui représentaient les institutions qui avaient été mises en place par Napoléon bien avant. Donc on a cette situation-là, et qu'est-ce qu'elle va donner cette situation? Et pour avancer vers les conséquences au fond de l'adoption de la loi de 1905, qui me paraissent quand même tout à fait intéressantes de ce point de vue-là, il va se passer que cette question religieuse va continuer d'animer en profondeur la société. Mais le conflit entre religieux et anticléricaux, au fond, le conflit entre ceux qui veulent se passer de religion et ceux qui continuent d'avoir des références religieuses, va se déplacer, il ne sera plus un conflit au sein de l'État. L'État va être entièrement, en quelque sorte, neutralisé par opposition à ce conflit, et va se trouver, en quelque sorte, préservé aussi dans sa neutralité par rapport à ce conflit. Ce conflit va se déplacer, il va devenir un conflit dans la société civile. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner au fait que les uns comme les autres vont essayer de créer des forces
qui vont essayer de mobiliser la société civile d'un côté comme de l'autre. Ces forces qui vont être celles qui vont organiser alors, par exemple, les organisations syndicales. On va avoir des organisations syndicales catholiques et des organisations syndicales laïques. On va avoir des mouvements de jeunesse catholiques et laïques. On va avoir des mouvements, des patronages. Le nom de patronage laïque renvoie évidemment à l'espèce de rivalité mimétique qu'il y avait avec le patronage catholique. Et c'est quelque chose qui va structurer en profondeur la totalité de la société française pendant à peu près un demi-siècle, un peu plus même d'un demi-siècle. Encore maintenant, d'une certaine manière. C'est des choses qui continuent d'exister, même si on a à peu près oublié que l'AJ Auxerre n'est pas simplement un club de foot, mais c'était un patronage catholique, par exemple. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, apparaît comme tout à fait archaïque, mais il en reste parfois un certain nombre de choses. Mais ce qui me paraît le plus intéressant, c'est qu'au fond, qu'est-ce qui va se passer dans cette structuration de la société ? On va avoir quelque chose qui va faire que chacun va avoir une espèce de drapeau identitaire, comme ça, d'un côté les laïcs, de l'autre côté les catholiques, et puis alors quelques petites organisations minoritaires, les unes juives, les autres protestantes, mais enfin, qui soit vont se fondre avec les laïcs, soit n'auront pas de rôle déterminant dans ce conflit-là. Et cette structuration, ce conflit-là, au sein de la société, va progressivement déboucher sur une forme de pacification, mais tout à fait surprenante, qui va prendre appui d'un côté, évidemment, sur l'enjeu et sur ce que dit la laïcité, mais d'un autre, sur une dynamique interne et spécifique qui fait que ceux qui s'occupaient de jeunes, ceux qui s'occupaient de camps de vacances, ceux qui s'occupaient de loisirs, de différents types de loisirs sportifs par exemple, ou de loisirs culturels, vont s'apercevoir au bout d'un certain temps, et ça va apparaître de façon très très évidente au moment de la libération, que dans leur pratique, ils faisaient la même chose. Que les pratiques les rassemblaient beaucoup plus que les identités ne les divisaient. Et c'est autour des pratiques effectives et convergentes des uns comme des autres qui seront... alors, dans un certain nombre de cas, des pratiques d'éducation populaire, mais dans d'autres, des pratiques syndicales, dans d'autres encore, des pratiques associatives d'une autre nature. Mais à travers cette convergence des pratiques, au fond, on va avoir la véritable pacification de la société française, de la société. La pacification de l'État, on l'a déjà eu avec 1905. Mais la pacification de la société, elle sera plus tardive et elle va émerger à travers ces pratiques. Et in fine, cette histoire-là va déboucher sur quoi ? Sur le fait que cette exigence que le catholicisme avait, dans laquelle il a été placé, au fond, qui avait été théorisé par quelques-uns au moment de 1905, mais qui n'est pas, à l'époque, partagé par la majorité des catholiques et des institutions catholiques, cette exigence d'une autonomie du catholicisme, c'est-à-dire d'une autonomie de la religion par rapport à l'État, cette exigence d'une religion qui tire ses forces de la société et de ceux dans la société qu'elle anime et qu'elle continue d'influer, cette idée-là, elle va devenir, au fond, le ressort d'une espèce de renouveau théologique que vont porter des théologiens français issus précisément de la situation de 1905, issus de l'effet de la loi de 1905, de l'effet de la loi de séparation, et donc, d'une certaine manière, forgés dans l'esprit de la laïcité. Or, ces théologiens-là vont se retrouver précisément parmi les principaux experts du Concile Vatican II, qui va décider, au fond, que l'Église catholique accepte, d'une certaine manière, une certaine forme de pluralisme, accepte une certaine forme d'autonomie de l'État et va engager cette mutation en profondeur de l'Église catholique qui sera réalisée à ce moment-là par le Concile Vatican II. Alors, certains pourront dire que c'est une mutation qui est restée tout à fait limitée, qui est tout à fait sujette à caution, etc. Je crois, moi, en tout cas, et un certain nombre de sociologues des religions ou d'historiens des religions pensent à peu près la même chose, que c'est quand même une mutation en profondeur quand on regarde ce qu'était le catholicisme du XIXe siècle et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Même si, encore une fois, sur toute une série de questions, évidemment, cette mutation n'est pas totalement achevée, elle reste encore... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a là quelque chose qui est, au fond, un des effets de la loi de 1905, un des effets en profondeur de la laïcité, sur la dynamique sociale elle-même.
et c'est ça que je voulais essayer de pointer, c'est qu'il y a des effets de la laïcité sur la dynamique sociale. Et ces effets de la laïcité sur la dynamique sociale sont des effets de pacification aussi de cette dynamique sociale qui va prendre d'autres chemins, d'autres détours que simplement l'énoncé d'un certain nombre de lois ou d'un certain nombre de règles que l'État va continuer à faire et que l'État va prendre de son côté, bien sûr. Hein, mais et en continuant d'être dans cette stricte logique que l'État s'impose de neutralité. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que cette exigence de neutralité de l'État est une exigence qui a en regard et comme contrepartie la diversité de la société civile. C'est pour ça que moi, il me semble que, je dirais, si je devais répondre complètement à la question, ce qui est l'idéal, c'est le pluralisme, c'est cette diversité, c'est la démocratie, au fond, effective de la société en acte. Et ce qui est le principe, c'est effectivement la laïcité qui permet d'organiser ce pluralisme. Merci. Alors je donne la parole à Martine Serres, si vous voulez interroger Joël Roman. Oui, moi je pense qu'effectivement, on a peut-être des petites... enfin, on n'a pas énormément de points de divergence, mais si ce n'est que moi, je donnerais quand même plus de responsabilité aux citoyens. Parce que, prenons l'exemple de la démocratie. Si les citoyens ne sont pas impliqués dans le fonctionnement démocratique, s'ils ne vont pas voter, il n'y a plus de démocratie. La laïcité, pour moi, c'est un peu pareil. S'ils ne prennent pas en charge le fonctionnement de cette laïcité, c'est-à-dire justement je n'ai pas envie de dire tolérance, parce que dans tolérance, il y a toujours intolérant et intoléré, et ce n'est pas une relation égalitaire du tout, donc ça ne me convient pas. Mais en tout cas, une obligation de solidarité, parce que c'est bien beau d'être différent, mais la diversité, ce n'est pas forcément une richesse en soi. Ça peut être une catastrophe, ça peut être un éclatement de la société. Si dans cette diversité, les gens qui vivent cette diversité n'ont aucune envie de vivre ensemble, c'est une vraie catastrophe. Donc la diversité peut être une richesse à la condition qu'elle soit utilisée pour alimenter le projet commun qui est la construction d'une société commune. Donc chacun vient avec ce qu'il porte en lui, c'est les caractéristiques propres, mais il faut quand même qu'il s'inscrive dans un projet commun. Et d'autre part, là, je voulais aussi citer une anecdote que je trouve assez amusante concernant justement l'évolution dont vous parliez des religieux ou des gens qui sont fortement impliqués dans le fonctionnement d'une communauté religieuse, quelle qu'elle soit, parce que j'ai trouvé que c'était là une réussite de la laïcité, la réussite de cette émancipation. Alors l'anecdote, elle se passe dans un petit village d'Alsace, et qui est en pleine terre concordataire, et où le curé est un curé polonais, parce que vous savez qu'on a une pénurie de vocations, et que donc un certain nombre de curés viennent de pays étrangers. Lequel polonais connaissait manifestement pas très bien le fonctionnement de la société laïque française, et ça se passe en période d'élection, je crois que c'était aux dernières législatives ou aux dernières communales, je ne sais plus, et ce curé se croit autorisé à expliquer à ses ouailles ce qu'ils doivent voter. Et alors là, évidemment, tollé. Donc c'est ces paroissiens qui lui expliquent que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en France et qu'on lui demande pas son avis, qu'ils sont tous assez grands pour savoir tout seuls ce qu'ils veulent voter et que lui, il est prié de s'occuper du chemin spirituel de chacun et de rien d'autre. Et là pour moi, voilà des laïcs. Voilà des citoyens qui vivent en terre concordataire où la séparation n'est pas appliquée, mais en revanche, ce sont fondamentalement des citoyens laïques et indépendants et libérés de contraintes extérieures qui leur seraient imposées. Oui, j'ai aussi une question pour Joël Roman. Vous avez parlé de tout mouvement d'éducation populaire, et ça rejoint aussi ce que Martine Serres vient de dire. La laïcité, pour vous, forme-t-elle un idéal d'émancipation, et comment ? Comment dire ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec la signification de l'anecdote que vient de raconter Martine Serres, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a là, effectivement, des citoyens qui sont des citoyens émancipés. Alors, et cette émancipation, elle est effectivement un des fruits de la laïcité. Je ne dirais pas qu'elle est un témoignage de laïcité, parce que dire que ce sont des citoyens laïques, à mes yeux, en tout cas, n'a pas forcément de sens, mais
un des effets de la laïcité, ça a été de permettre cette émancipation des esprits, quoi, et de permettre cette émancipation des citoyens de toute forme de confusion, précisément, entre le politique et le religieux, puisqu'il s'agissait des paroissiens en question, c'était pas des gens qui s'émancipaient de la religion en tant que telle, mais c'est des gens qui s'émancipaient de l'idée que la religion puisse émettre des dictates en matière politique, ou émettre, en tout cas, des orientations en matière politique, et que c'est ça qui leur apparaissait intolérable. Donc, effectivement, ils sont de vigilants défenseurs de la laïcité sur ce point-là. Alors, pour répondre à l'autre question, à votre question sur l'émancipation, j'aurais tendance à dire que, bien sûr qu'il faut avoir d'un côté l'exigence d'émancipation et poursuivre cet idéal d'émancipation toujours, hein, avec quand même toujours en arrière-fond cette idée que l'émancipation des individus ne peut être que l'œuvre des individus eux-mêmes. Et vous avez cité à plusieurs reprises des exemples qui étaient des exemples de lois qui, au fond, illustraient ce qu'a été le combat des femmes et le combat féministe dans cette société. Ben, ce combat féministe et ce combat des femmes, il a été l'œuvre des femmes elles-mêmes. Ça n'a pas été dicté par un certain nombre de gens qui sont venus dire aux femmes « vous n'êtes pas émancipées, on va vous émanciper ». Donc, méfions-nous toujours de cette idée. Alors, en plus, en France, ça évoque quand même toujours un petit peu quelques arrière-plans ou quelques arrière-fonds historiques assez problématiques quand même, cette idée qu'on va émanciper les autres, hein. Ça a été quand même un des principes qui a organisé la colonisation. Et la colonisation s'est organisée autour de cette idée d'une émancipation engendré en quelque sorte, engendré par le colonisateur en direction des colonisés. Donc faisons attention simplement de ne pas reproduire le même geste ou le même schéma à l'égard d'individus dont je peux juger moi qu'ils ne sont pas émancipés, mais c'est pas à moi de venir leur dire vous n'êtes pas émancipés, je vais vous émanciper. C'est à eux de trouver leur propre chemin d'émancipation, ce que d'ailleurs ont fait précisément Briand et Jaurès à l'égard des grandes masses catholiques qui, pour un certain nombre d'entre elles, se sont émancipées. Alors, se sont émancipées à travers l'exemple que vous donniez de la tutelle politique de l'Église, mais au-delà, pour un certain nombre d'entre eux, et beaucoup d'entre nous en sont issus, se sont émancipés tout simplement de la tutelle religieuse en tant que telle. Mais ça a été notre propre chemin et notre propre itinéraire. Donc je pense qu'il y a des effets sociaux aussi auxquels il faut être sensible et qui font que, bien sûr, il y a un idéal d'émancipation, mais l'idéal d'émancipation, c'est un idéal que chacun essaye de réaliser à son propre compte et pour son propre compte. Ça ne peut pas être un projet de l'État sur les personnes, sur les individus ou sur la société. Ce n'est pas à l'État d'émanciper la société, c'est aux individus de s'émanciper eux-mêmes. Alors, toute l'histoire, au fond, du syndicalisme le démontre. Sur l'autre remarque, sur l'idée de la diversité, moi je formulerai un peu différemment. C'est-à-dire, je crois effectivement que la diversité est en soi quelque chose qui est bien, parce que c'est important et nous pouvons apprendre de cette diversité. Bien entendu, il faut que cette diversité ne se construise pas contre la fraternité et contre les différentes formes de solidarité. Et c'est pour ça que nous avons sans arrêt à maintenir des exigences de solidarité sociale entre les classes sociales, entre les groupes sociaux, mais de solidarité aussi entre les territoires, de solidarité entre les générations, de solidarité entre les hommes et les femmes, par exemple, aussi. Enfin, il y a un nombre de niveaux de solidarité, d'exigences de solidarité qu'il nous faut sans arrêt reconstruire et construire, voire faire apparaître comme de nouveaux défis ou de nouvelles conquêtes pour précisément pallier aux différentes formes de fractionnements qui peuvent exister. Mais le fractionnement, c'est pas la diversité. Le fractionnement, c'est l'enfermement de chacun dans ses propres intérêts. Hein. Et c'est autre chose que la question de la diversité. La diversité, c'est au contraire la reconnaissance que chacun a de par sa place dans la société, sa place singulière dans la société. Il a d'abord sa place dans cette société. Et je lui reconnais fondamentalement le droit d'être ce qu'il est, là où il est, c'est-à-dire de faire partie de la société au même titre que moi. Et là, l'exigence, elle est, je dirais presque minimale, elle est simplement une exigence de réciprocité. Si je reconnais à quelqu'un son droit d'être là dans cette société, ça veut dire qu'il faut qu'il reconnaisse aussi le mien, fondamentalement. Donc il y a là une exigence de base qui est évidemment une exigence de réciprocité. Mais je dirais qu'au-delà de cette exigence de base, il s'agit de construire des mécanismes de solidarité, et cette construction de mécanismes de solidarité, elle repose précisément sur une volonté, là pour le coup, une volonté politique, de construire des mécanismes de solidarité entre les groupes sociaux, de briser au fond les formes d'égoïsme que chaque groupe pourrait avoir pour son propre compte.
Oui, je voudrais juste enrichir cette idée. Moi, je souscris à ce que Joël Roman vient de dire. Effectivement, on n'a pas à émanciper les gens et à leur dicter ce qui est bon pour eux. Ça, c'est une évidence. Enfin, c'était pas une évidence à l'époque de la colonisation, mais c'en est une aujourd'hui. En revanche, il revient à la République de donner les moyens de cette émancipation. Et du coup, on retombe sur l'école, c'est-à-dire que chacun dispose de son esprit critique et après est à sa disposition, une fois qu'il est passé par l'école, les outils qui lui permettent d'élaborer sa propre émancipation comme il l'entend et par le chemin qui lui conviendra. Mais qu'au moins, il ait les outils qui lui permettent de ne pas rester enfermé dans ce qu'il connaît ou de ce qui lui a été donné de par sa naissance, mais qu'il puisse regarder ailleurs, s'en inspirer, en faire son profit, et puis prendre un peu de recul sur des choses qui lui sont annoncées peut-être par ailleurs comme des vérités, les relativiser et puis ensuite faire ses choix. Donc ça, c'est quand même une vraie responsabilité de l'école et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans les nouveaux programmes, le nouveau programme d'enseignement moral et civique, il y a entre autres une volonté de faire travailler chacun sur l'évaluation des situations qu'il rencontre, mais aussi d'installer une logique et une culture de l'engagement. C'est un des objectifs de l'éducation nationale, et pour apprendre aux enfants que dans la société, on doit s'engager pour cette construction, s'engager vis-à-vis des autres. Qu'on n'est pas un simple citoyen complètement passif, parce que la construction de la République implique l'engagement des citoyens. Mais bien sûr, ça, on dit pas, on n'impose pas la direction dans laquelle il faut s'engager. C'est le principe de l'engagement. Oui, moi je suis tout à fait d'accord, et je pense qu'effectivement, il y avait dans cette idée d'engagement, il y a quelque chose qui me paraît tout à fait fécond. Il faut quand même faire attention à une chose, c'est que la dimension de l'engagement, d'où nous vient-elle? Comment nous sommes-nous engagés? Réfléchissons un petit peu à ce qui est les raisons de notre engagement, les motifs de notre engagement, les formes même qu'a pris notre engagement. Or, ce que je constate, c'est que 9 fois sur 10, on s'est parfois engagé pour un certain nombre de choses, mais on s'est beaucoup engagé contre. Et au fond, l'engagement, ce qui va d'abord me motiver, la plupart du temps, c'est contre. Alors, contre une situation d'injustice, contre une guerre ou contre un type de dérive qui va me paraître comme scandaleux. Hein, mais je crois qu'il y a là quelque chose qui est très important pour comprendre la logique de l'engagement, et donc qui ne peut pas être simplement quelque chose qui est linéaire, en quelque sorte qui va se construire dans simplement la construction d'un projet. Hein. Ce n'est pas simplement de l'ordre du projet, c'est d'abord et aussi de l'ordre du conflit. Et c'est dans le conflit social, précisément, qu'on trouve les formes de l'engagement. Hein. L'engagement, il est d'abord à partir de la nécessité où je suis de porter, en quelque sorte, au niveau de la citoyenneté ou d'une citoyenneté engagée, ce qui est d'abord le fait que ce qui va apparaître d'abord comme une protestation, comme un engagement contre. Hein. Et quand je dis un engagement contre, c'est aussi contre les salauds d'en face. Enfin, il faut être clair. Ce qui va me motiver, c'est quand même de pouvoir être dans telle ou telle situation, d'en découdre avec tel ou tel dont je ne tolère pas les idées ou dont je pense que les idées sont fondamentalement mauvaises. Il y a quelque chose qui fait partie aussi, je pense, de la réalité sociale. Alors, qu'il ne faut pas... C'est pour ça que je dis qu'il faut faire un peu attention. On ne va pas tout de suite, en quelque sorte, répandre cette question-là ou cette exigence d'engagement-là dans les écoles, parce que sinon, ça va devenir la foire d'empoigne. Mais soyons aussi attentifs au fait que voilà, l'engagement, il vient à partir d'une perception de la conflictualité sociale, beaucoup.